Bien, aujourd'hui, on va voir une autre fonction standard, la fonction inverse, qui peut s'exprimer donc avec cette formule générale. Donc, pour simplifier, on va éliminer ces deux termes, hein, on va les éliminer en prenant b égale 0 et c égale 0. On obtient donc cette forme donc a fois x à la puissance n, avec n négatif. Et pour simplifier encore, on va prendre n égale moins 1. N égale moins 1, donc x à la puissance moins 1 revient à son équivalent en fraction, à 1 sur x. Donc, nous avons 1 sur x multiplié par a, donc, où a peut être égal à 1 dans cet exemple, mais il peut être aussi différent. D'accord? Donc, cette fonction, pour la décrire, première chose que l'on remarque, c'est qu'elle n'est pas continue. Elle est divisée en deux parties distinctes, une partie pour les x négatifs et une partie pour les x positifs. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'on remarque une forme un peu particulière, une forme hyperbolique, d'où le nom de la fonction hyperbolique. Alors, quel est l'impact de cette forme-là sur la fonction? Eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est que devient x quand il est affecté, quand il est affecté à la fonction. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, rappelez-vous, donc, le processus, on a un x en entrée, on doit suivre ce chemin donc, pour atteindre l'intersection au niveau de la fonction, et puis changer de chemin pour aboutir à l'intersection avec l'axe des ordonnées, et donc à obtenir donc, le résultat de la transformation à l'aide de la fonction. Donc le résultat, c'est un y, et ce y-là correspond donc à f de x. Okay? Donc c'est le résultat de notre transformation. Eh bien, cette transformation, eh bien, si on change le x, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardons là tout de suite, donc prenons x ici, est égal à 0,6, et voyons ce qui se passe. Eh bien, en augmentant bien x égale 0,6, lui correspond à y égale 1,67. Donc, quand j'avance, là, le y qui baisse, donc x qui augmente, y qui diminue. OK? Donc ça se voit très bien. Sauf que la vitesse de diminution n'est plus la même. Donc, pour voir l'évolution de y en fonction de x, je vais partir de x égale 0, je vais prendre x2 égale 0, et donc je vais à chaque fois déplacer x2 d'un petit segment de 0,2 et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de y. Alors, pour x égale 0, eh bien, je vois qu'il n'y a pas de y, du moins à l'intérieur de mon champ. À 0,2, à x égale 0,2, je vois que y égale 5. D'accord? Donc, c'est sur la courbe que je vois, c'est une valeur qui est assez élevée. D'accord? Donc là, j'avance encore x de 0,2, et bien tout de suite, je descends à 2,5. Y égale 2,5. Ce qui fait une différence de 2,5. Alors, je vais à 0,6. Vous voyez bien que je me suis déplacé toujours d'un segment égal, de distance égale. Eh bien, par contre, Y ne se déplace pas d'une distance identique. Là, vous voyez que de 2,5, je suis descendu à 1,67, qui est quelque chose de moins de 1. 2,5, je n'ai pas atteint 1,5. Donc là, je suis à quelque chose comme 0,8 de déplacement.
je vais à x2 égale 0,8, vous voyez bien que là, le segment de déplacement, hein, si vous avez fait attention, le segment de déplacement, il est encore plus petit. Donc, plus je déplace x vers l'infini, plus je vais vers l'infini sur l'axe des abscisses, plus y baisse, mais il baisse par des segments ou des distances de plus en plus petites. Donc, on peut traduire ça par l'expression suivante en disant que pour un même déplacement de x vers l'infini, le déplacement de y ne se fait pas à la même vitesse. Hein, il se fait de plus en plus lentement. Hein. Et là, ça se voit très bien sur la courbe, puisque la courbe vers l'origine, hein, la courbe est raide, est très raide. Imaginez un toboggan. Hein. Si vous êtes là et on vous lâchez, donc vous allez descendre extrêmement vite, pratiquement en chute libre. Et arrivé à ce niveau-là, la vitesse commencera donc à diminuer progressivement, jusqu'à un certain point, hein, qui est le point à courbure maximale, où là, la vitesse continuera bien sûr à baisser, et puis à un moment donné, on va tomber pratiquement dans un plat. Hein. Ce n'est pas tout à fait plat. Hein. Remarquez la distance ici qui sépare la courbe de l'axe des abscisses apparaît bien plus importante que celle-ci. Et plus on ira vers l'infini, et plus cette courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses, mais en réalité, elle ne va jamais l'atteindre. Donc, en ce qui concerne le taux de variation de cette fonction, eh bien, puisque nous avons vu que la pente de la courbe n'est pas la même, hein, entre deux positions différentes, entre deux positions de x différentes, eh bien, évidemment, ce taux de variation est variable. Hein. On peut le démontrer graphiquement, dessinant des segments droits entre deux points successifs, entre plusieurs paires de points successives sur la courbe, hein, comme ceci. Et on remarque donc la pente vous voyez, de ces segments qui s'aplatit de plus en plus de manière, ici on descend brutalement, hein, on descend brutalement, mais la pente ne change pas vraiment brutalement. Par contre, ici, la pente, hein, elle s'est vraiment bien aplatie assez rapidement. Puis là encore, on est entré dans une zone de plat, hein, où la pente change, elle s'aplatit de plus en plus, mais de manière vraiment très progressive. Alors, en ce qui concerne le minimum et le maximum de cette fonction, bien, d'abord, on va traiter partie par partie. Regardons la partie qui est à droite, hein, positive, pour les x positifs. Eh bien, on remarque, du moins dans notre champ, que y n'a pas de valeur minimale, hein, et n'a pas de valeur maximale. D'accord? Et puisque il y a une symétrie parfaite, eh bien, de l'autre côté, nous n'avons pas de minimum pour y et nous n'avons pas de maximum et nous n'avons pas de minimum ici, du moins au niveau de notre champ. On voit aussi que la fonction est toujours descendante, mais en deux parties distinctes. C'est-à-dire que ici, de moins l'infini vers 0, on descend toujours. De 0 à plus l'infini, on descend toujours. On remarque que ces deux éléments de la courbe
bien sûr, ne sont pas attachés, mais sont parfaitement symétriques. Parfaitement symétriques avec une symétrie centrale, où le centre de symétrie, c'est l'origine. C'est-à-dire que vous voyez que f de 1 hein, est égal à 1. F de moins 1 est égal à moins 1. Donc, f de moins x égale moins f de x. D'accord? Alors, on remarque aussi, hein, si vous voulez, on peut bien sûr le visualiser, x2 égale 3 et x1 égale moins 3. F de 3 égale 0,33 et f de moins 3 égale moins 0,33. OK? Sur ce, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo.